À l'issue d'un scrutin très serré au Brésil, le candidat de la gauche, Lula da Silva, revient au pouvoir pour un troisième mandat présidentiel. L'invasion russe a unifié la société ukrainienne. Une leader du mouvement féministe Femen évoque la résilience des Ukrainiens. C'est un Brésil plus divisé que jamais qui ressort de cette élection présidentielle. Côté supporters de Jair Bolsonaro, on croyait en une victoire possible, le candidat d'extrême droite ayant déjà fait mentir les sondages lors du premier tour. Aujourd'hui, avec une grande tristesse, je déclare que notre président Jair Bolsonaro n'a pas gagné les élections, mais il a gagné le cœur de nombreux Brésiliens. Nous serons avec vous la prochaine fois, Jair Messias Bolsonaro. J'espère que Lula da Silva dirigera un gouvernement propre, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. J'espère qu'il honorera les votes qu'il a reçus. À Rio également étaient rassemblés des milliers de supporters de Jair Bolsonaro. Bolsonaro a ses défauts, comme tout homme, comme tout être humain en a. C'est le peuple qui ne supporte plus le Parti des travailleurs. C'est le peuple qui ne supporte plus le vol. Je m'en lave les mains car j'ai fait ma part. J'ai voté consciencieusement. J'ai voté en sachant qu'avant tout, mon Brésil ne peut être dirigé par un bandit. Au Parlement, en revanche, le parti du président sortant progresse largement. Avec la défaite de Jair Bolsonaro, l'extrême droite perd certes la présidence, mais le bolsonarisme est lui parti pour rester. La victoire de Lula au Brésil a mis fin à une campagne présidentielle très violente et polarisante et a permis d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques du pays. Le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et plusieurs autres dirigeants mondiaux ont immédiatement félicité Lula pour sa victoire électorale. Beaucoup de Brésiliens ne sont pas d'accord avec le président actuel, Jair Bolsonaro, et l'accusent de saper non seulement les institutions démocratiques, mais aussi les relations du pays avec le reste du monde. Il y a eu ces tensions avec les dirigeants de l'Union européenne, par exemple, pour son refus de protéger la forêt amazonienne. Quant à Lula, on se souvient encore de lui comme de la figure charismatique qui a eu beaucoup d'influence sur la politique mondiale lorsqu'il était président au début des années 2000. Il a souvent agi comme un médiateur entre l'Occident et ses rivaux, ce qui pourrait être utile de nos jours en ces temps de crise. Mais Lula n'est peut-être pas l'allié direct que l'Europe et les États-Unis voudraient avoir pour faire face à ces crises mondiales, et notamment la guerre en Ukraine. Lula a critiqué à la fois le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour ne pas avoir négocié avec le dirigeant russe Vladimir Poutine avant le déclenchement du conflit. Et Vladimir Poutine n'a pas tardé à féliciter Lula, affirmant qu'il était lui aussi impatient de travailler avec lui sur de nombreux sujets. Annelise Borges in Paris for Euronews. Malgré la décision russe de suspendre sa participation à l'accord sur les céréales, des navires chargés de ces denrées alimentaires continuent de quitter les ports ukrainiens. Selon le centre chargé de superviser l'accord, plus d'une douzaine de cargos étaient prêts à traverser la mer Noire ce lundi. Fervent soutien de cet accord signé en juillet, la Turquie et l'ONU appuient le maintien de ces exportations. Grâce à cet accord négocié à Istanbul, nous avons permis une réduction relative de la crise alimentaire mondiale en distribuant 9 300 000 tonnes de blé ukrainien. La Turquie poursuivra ses efforts pour trouver une solution à la crise alimentaire mondiale, comme elle l'a fait jusqu'à présent, bien que la Russie hésite à propos de ce compromis, car les mêmes facilités ne sont pas prévues pour elle. La Russie justifie son retrait de l'accord par les attaques sur sa flotte dans la baie de Sébastopol le week-end dernier et soutient qu'elle ne peut dans ces conditions pas assurer la sûreté de ce couloir maritime, des raisons qualifiées de prétexte par Kiev. Jusqu'à présent, les faits montrent que les dirigeants russes sont plus intéressés par l'exacerbation de la crise alimentaire que par la mise en œuvre des documents signés. Leur réaction montre ce dont ils sont capables à tous ceux qui parlent de négociations avec la Russie.
Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus d'une quarantaine de pays dépendent de l'arrivée de ces céréales pour répondre aux besoins alimentaires de leur population. Alors que l'invasion russe en Ukraine continue, les Ukrainiens tentent de survivre aux attaques et aux coupures d'électricité. Les habitants ramassent les débris et entament une nouvelle semaine faite de pannes de courant et d'eau. Le visage du mouvement féministe ukrainien Femen explique à Euronews pourquoi les Ukrainiens n'abandonneront jamais le combat. Les Ukrainiens meurent littéralement aujourd'hui pour avoir fait un choix. Pour avoir eu le courage de devenir un pays démocratique, de se séparer du modèle mondial russe et se battre pour leur droit à devenir un pays démocratique européen indépendant. C'est l'origine de cette guerre, c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. S'exprimant en marge d'un événement des Amis de l'Europe à Bruxelles, Ina affirme qu'elle s'attendait à cette attaque, qu'elle alertait le monde sur une tolérance trop grande envers Poutine depuis des années. D'après elle, la guerre a désormais unifié le pays et transformé des chanteurs, des boulangers, des médecins et des professeurs en soldats dont le moral est toujours bon. Il y a une souffrance collective dans toute la nation, mais il y a aussi une résistance collective et puissante. Les Ukrainiens savent, comme nous le répétons, que si la Russie arrête de combattre les Ukrainiens, il n'y a plus de guerre. Si les Ukrainiens arrêtent de se battre, il n'y a plus d'Ukraine. Le mouvement féministe ukrainien Femen réitère sa demande à l'Union européenne d'obtenir plus de moyens financiers et militaires afin de pouvoir faire face à l'invasion menée par la Russie. L'heure est au recueillement à Séoul. Le président et sa femme ont déposé des fleurs ce lundi devant l'immense autel dressé dans le centre de la capitale, en hommage aux victimes de la catastrophe de samedi soir. 154 personnes, des jeunes dans leur immense majorité, sont mortes dans une bousculade lors des célébrations d'Halloween. J'aurais aimé que nous puissions les protéger. Je me sens coupable, car nous avons laissé tomber les jeunes. L'accident semble s'être produit en raison d'un manque de mesures de sécurité et de l'incapacité de la police à contrôler la foule. Nous devons de toute urgence renforcer les mesures de sécurité. Le dispositif était-il suffisant pour encadrer l'afflux de quelques 100 000 personnes ce samedi soir ? La polémique enfle déjà en Corée du Sud. Des témoins ont décrit une absence totale de mesures visant à canaliser cette foule immense. La Corée du Sud a entamé une semaine de deuil national. Les élections législatives israéliennes ont lieu ce mardi. Dans les rues de Tel Aviv, difficile de passer à côté. Les candidats sont partout, à commencer par Benjamin Netanyahou, l'inoxydable ancien Premier ministre de l'État hébreu. Accusé de corruption, il pourrait faire son retour au pouvoir. Ces législatives seront les 5e en 3 ans et demi, de quoi désespérer les Israéliens. À mon avis, il n'y a aucune chance que ce soit la dernière élection. Beaucoup de gens que je connais n'en peuvent plus, car ils ne voient pas d'horizon. Ils ne voient pas de stabilité future, ou de ligne solide pour une période suffisamment longue. Je ne sais même pas pour qui voter. C'est terriblement confus, je ne comprends pas. Il semble qu'il n'y ait personne à qui faire confiance. Ces derniers jours, la campagne s'est accélérée. Les candidats étaient en déplacement dans le pays. S'il veut être nommé Premier ministre, Benjamin Netanyahou va devoir rassembler tout le bloc de droite autour de lui, en incluant l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Face à lui, son principal rival, Yair Lapid, le chef du gouvernement sortant, qui se situe plus au centre. Il avait réussi à mettre sur pied une coalition hétéroclite, avec le soutien notamment des formations arabes, coalition qui a finalement fait long feu. Ces élections surviennent alors que les tensions sont vives en Cisjordanie occupée. 2 attaques menées par des Palestiniens ont eu lieu notamment près d'Hébron. Ces derniers mois, l'armée israélienne y a mené des centaines d'opérations, faisant plus de 120 morts. Un contexte étouffant qui pourrait bien avantager la droite dure lors du scrutin de mardi.